Bonjour, je ne pourrais pas être au congrès international du COBATI qui se déroule sous l'égide du plan bâtiment durable et de l'Institut national de l'économie circulaire que j'ai la chance de présider. Ce que vous allez aborder sur ces journées est primordial parce que nous savons comment l'humanité est en train d'évoluer, est en train de croître en nombre d'habitants sur cette planète, mais surtout de se concentrer dans des villes, plutôt des métropoles, des mégalopoles, où il va falloir répondre aux besoins des citoyens de se loger, mais aussi en termes de travail, mais aussi en termes de loisirs, de services publics. Et pour cela, nous ne pouvons pas continuer avec un modèle, et je vais caricaturer, mais avec le modèle des Égyptiens où les pharaons pouvaient capter des milliers et des milliers de tonnes de matière juste pour leur sépulture, qui reste immuable. Donc on a bloqué de la matière première pour des millénaires, et tant mieux, parce que c'est aussi l'humanité, c'est cette force, mais nous avons besoin d'une intelligence nouvelle dans notre humanité pour répondre aux défis du vivre dans un espace urbain contraint et qui aura un accès difficile aux ressources, notamment les matériaux, sable, granulats, par exemple. Donc l'approche de l'économie circulaire, c'est de repenser l'intensification de l'usage des ressources. Ça commence par réduire pour un même usage, donc être en capacité d'offrir une réponse à du logement avec moins de matériaux mobilisés, être aussi en capacité de réemployer, réaffecter ce qui a déjà été mobilisé plutôt que de le détruire, évidemment en fin de vie, recycler, régénérer la matière et la réinjecter dans le circuit. Voilà l'intelligence nécessaire, indispensable de l'économie circulaire. Les travaux que vous allez produire sont pour moi primordiaux parce que nous devons faire bouger l'approche de la construction dans les espaces métropolitains. Et donc avec le plan bâtiment durable et l'Institut national de l'économie circulaire, nous récupérerons votre matière, nous partagerons avec vous et nous la diffuserons notamment en actions concrètes au sein de la feuille de route économie circulaire du gouvernement français et même au-delà au niveau européen. Je vous souhaite de bons travaux, un bon colloque et je saurai vous retrouver comme j'ai pu la chance déjà de partager avec vous. À bientôt. Voilà donc François-Michel Lambert, le parrain de cette manifestation, que l'on remercie de ce petit film qui est supplé à son absence. Donc bien volontiers excusez, cela va se faire. Alors, nous sommes bien installés grâce à nos partenaires, des partenaires qu'on salue de manière collective et qui apparaîtront sur l'écran régulièrement avec leur logo. Sans partenaires, il n'y a pas de manifestation dans le secteur économique et professionnel comme partout ailleurs. Et puis nous sommes installés sur un très beau mobilier Fermob. Je salue Bernard Rébier, son PDG dynamique et sympathique, qui nous a mis à disposition un mobilier dans lequel nous sommes parfaitement bien, n'est-ce pas, madame et messieurs? On est bien installés, hein? Et ça tombe bien parce que quand on est bien installé, en général, on fait de belles présentations. C'est ce que nous proposerons nos intervenants tout à l'heure. À chaque manifestation, il faut un grand témoin. Et quel grand témoin aujourd'hui? Jean-Claude Lévy est à nos côtés. Il est ici. On peut l'applaudir tout d'abord. Et je vais vous dire rapidement de qui il s'agit. Un historien géographe. Il a occupé diverses fonctions au ministère de l'Environnement, puis au Conseil général des ponts et chaussées. Il est un expert référent dans le domaine de l'environnement et de l'économie circulaire, notamment en direction des pays en voie de développement et émergents. Il est aujourd'hui conseiller auprès du président de l'Institut national de l'économie circulaire. Mon cher Jean-Claude, bonjour et merci d'être avec nous. Vous allez être le grand témoin. Un grand témoin, c'est quelqu'un qui évidemment donc écoute, ressort aussi quelques analyses. Vous n'êtes pas un spécialiste à proprement parler du bâtiment, mais vous êtes un spécialiste de l'économie circulaire. Et c'est à ce titre qu'on vous a invité. Vous êtes ravi d'être là, je suppose. En tout cas, nous, on est très contents que vous soyez là. En tout cas, je suis très honoré d'être là. Un peu impressionné d'ailleurs. Il ne faut pas être trop impressionné. Dans les témoins, il y a des tribunaux, il y a des avocats, il y a des... Ah d'accord. Au cours des risques. Ah d'accord, très bien. Mais on a enlevé la guillotine depuis longtemps, vous risquez rien, il n'y a pas de souci. Quelques mots là pour saluer François-Michel Lambert et vous saluer vous-même. Ça va? Ah, quelques mots pour vous saluer. Ça va mieux? François-Michel Lambert qui vient de parler, qui a presque, il n'a pas tout dit, mais il a dit l'essentiel. Bon, je dirais pour commencer que l'économie circulaire, c'est un mouvement. Ce n'est pas encore un concept, mais c'est un mouvement qui a ses aspects politiques, économiques et sociaux et qui se déroule depuis une dizaine d'années de façon de plus en plus prégnante jusqu'à venir dans, on vient de le dire, la politique du gouvernement. Ce mouvement, si on veut le repérer, François-Michel l'a dit tout à l'heure,
À gauche, disons, sur une ligne plate, il y a les ressources. À droite, il y a la consommation. Et au milieu, il y a la transformation de ces ressources. Je pense, c'est pas vous faire de la démagogie, mais je pense que vous êtes au cœur à la base, disons, de cette transformation dans les gestes que vous avez tous les jours. Et je pense que c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, toute la journée. Comment cette transformation des ressources est opérée et qu'est-ce qui pèse sur les gestes de ceux qui opèrent. D'accord. Je ne vous dirai pas, vous le savez très bien, que c'est le compte d'exploitation qui est la priorité dans des contraintes qui sont considérables. Voilà, on va en parler et peut-être on verra quelles sont les portes ouvertes dans ce sens. Absolument, Jean-Claude Lévy. On vous retrouvera dans quelques instants pour parler des enjeux justement de l'économie circulaire. Et donc, juste avant, je vais vous présenter les 4 intervenants qui vont vous délivrer quelques messages forts et complémentaires. On va commencer avec Vincent Aurès. Alors, ça s'écrit Aurès, mais on dit Aurès parce qu'on prononce à la Cévenole, m'a-t-il dit. Hein, voilà, donc bienvenue au Cévenol, dans le Val-de-Saône et le Mâconnais. Il est, lui, bien intervenant économiste consultant chez Ernst & Young, rapporteur de la mission sur l'économie circulaire au ministère des Affaires étrangères. Il est intervenu lors de la COP21 pour intégrer l'économie circulaire comme outil de lutte contre le changement climatique et pour mettre en œuvre l'économie circulaire en tant qu'outil de développement pour les collectivités territoriales. Mon cher Vincent, merci d'être des nôtres. On va présenter tout le monde et ensuite, chacun d'entre eux et elles vous donneront évidemment quelques infos sur leur secteur spécifique de l'économie circulaire pour en savoir un peu plus sur ce qu'on appelle justement l'économie circulaire et ce dont vient de nous parler très rapidement Jean-Claude Lévy qu'on retrouvera juste après. Sylvain Bordebeur est également des nôtres, ingénieur référent sur l'économie circulaire appliquée au secteur du BTP à la direction économie circulaire et déchets de l'ADEME. Il accompagne les acteurs de la construction dans leurs actions de réduction de la production de déchets et de valorisation dans les filières de recyclage. Merci, cher Sylvain, d'être avec nous également aujourd'hui. Paul Bréjon, ingénieur civil des mines de Paris, ancien directeur des affaires techniques de la FFB, expert de la transition énergétique et environnementale des bâtiments, deuxième vice-président de l'association Cobati Paris-Seine, ce qui ne gâche rien. Merci, cher Paul, d'être avec nous également. Donc, cobatiste parmi les cobatistes, mais de l'autre côté de la Seine, en l'occurrence. Et puis Marjorie Petitpain, docteur en génie civil au CERIB, en charge du développement de béton bas carbone par l'intermédiaire de Lian, à plus faible impact environnemental pour l'industrie du béton, utilisation de granulats recyclés et de coproduits industriels en substitution de matières premières fossiles. Elle nous en parlera également tout à l'heure. Alors, à noter que comme on veut qu'il y ait un peu d'interaction, mais que malheureusement pour des questions logistiques, vous êtes très nombreux, on n'aura pas de micro qui se baladera dans la salle. Vous allez pouvoir poser des petites questions par SMS, par texto, sur un numéro qui va apparaître sur l'écran dans quelques instants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas tout au long de la présentation de cette table ronde, eh bien, vous allez appeler le numéro qui va s'afficher. Ça ne saurait tarder d'ailleurs derrière moi, normalement, si tout va bien. Et vous pourrez donc envoyer des petites questions par texto. De l'autre côté du téléphone, il y aura donc nos cobatistes organisateurs qui vont trier par questions et par famille de questions. Donc la possibilité pour vous donc, de poser des questions qu'on va réunir en fait en thème générique susceptible d'être posé comme question ensuite à nos intervenants. Je pense que le numéro apparaîtra. Donc voilà, voilà, c'est pour ça. Il est tout en bas à gauche. Dis donc, il ne faut pas être myope, ni astigmate. Hein. Bon, bref. Enfin, en tout cas, voilà. Vous voyez le numéro ? Vous avez meilleure vue que moi, c'est bien. Félicitations. Vous entendez bien ? Vous avez une bonne ouïe aussi, c'est parfait. Écoutez, ça tombe bien. On va donc tout de suite retrouver Vincent Aurès qui va nous parler de l'historique de l'économie circulaire. Alors, on a demandé la gageure à tous nos intervenants de faire bref, concis, précis, parce qu'on a du timing à respecter pour parler franglais. Et donc, Vincent Aurès va nous rappeler un petit peu l'historique de l'économie circulaire. Ensuite, on retrouvera pour les enjeux et l'historique également Jean-Claude Lévy. Mon cher Vincent, nous sommes tout oui. Merci, bonjour à tous, je suis très heureux d'être là. Donc, je vais vous présenter la trajectoire un peu historique de ce concept d'économie circulaire et essayer de vous montrer que ça n'est pas totalement nouveau, que des pratiques, et on le sait tous, existaient déjà avant. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est justement qu'est-ce qui est nouveau dans ce concept d'économie circulaire. Alors, ça, c'est un monsieur qu'on a un peu oublié, et c'est en 1972. Le concept de développement durable n'existe pas encore. Le rapport de Brundtland arrive presque 15 ans après. Donc là, 1972, c'est la première conférence internationale de l'ONU qui intègre les enjeux environnementaux. Et il y a un concept qui émerge notamment, c'est celui d'éco-développement. Et ce monsieur, c'est Ignacy Sachs, et ensemble avec d'autres, vont promouvoir et théoriser un concept donc d'éco-développement, dont la définition est à peu près celle-là.
changer les systèmes de production et de consommation en fonction des ressources propres du territoire dans lesquels ils s'inscrivent, en valorisant notamment les déchets et en assurant des boucles économiques fermées sur le territoire. Pourquoi n'a-t-on pas finalement retenu ce concept d'éco-développement? Et je pense que ça nous dit aussi quelque chose de cette approche d'économie circulaire aujourd'hui. En 1972, on est en plein contexte de guerre froide et les deux modèles économiques dominants dans le monde sont productivistes et dits d'économie linéaire, où on extrait en masse, on produit en masse, on consomme en masse, et ensuite les déchets sont aussi eux-mêmes produits en masse, et on ne considère pas forcément les stocks restants de la biosphère pour justement limiter, par exemple, l'extraction de matières premières. Ce concept d'éco-développement va à l'encontre globalement des grandes politiques internationales dominantes de l'époque et va être abandonné puisqu'il est promu notamment par le tiers-monde et par les pays en développement, puisqu'il vient s'adapter à leur modèle. On oublie en fait ce modèle d'éco-développement, arrive le développement durable, et puis d'autres personnes, et j'ai volontairement mis des visages à chaque fois sur ces concepts ou sur ces initiatives, pour montrer que c'était souvent aussi le fruit, au-delà du temps long, d'initiatives personnelles ou de projets collectifs qui avaient pris des risques et qui avaient tenté des choses. Ce monsieur Walter Stahel publie un rapport avec Geneviève Redet en 1976 pour la Commission européenne, qui commence à parler d'économie en cycle, en boucle, qui recommence à en parler, et de manière un petit peu plus opérationnelle que le concept d'éco-développement, commence à dire on regarde toute la chaîne de valeur et on essaye de mettre toutes ces boucles, bien sûr le recyclage, c'est-à-dire tout ce qui a été déchet pour le remettre au niveau de la production en tant que matière première secondaire, mais on va avoir aussi tout ce qui est réemploi lorsqu'il n'y a pas de réparation à faire, et réutilisation aussi. Si on peut réparer, il vaut mieux réparer que recycler, toujours dans cette logique, et ça on va le voir juste après. Et ça c'est le grand principe clé qui a été mentionné par François-Michel Lambert, qui est le principe de hiérarchie dans la gestion de la matière ou dans la gestion des déchets. Et c'est là la colonne vertébrale aujourd'hui d'une logique dite d'économie circulaire. La première chose à faire avec de la matière première, dans cette logique toujours d'économie circulaire, c'est de réduire. Ensuite, si on ne peut pas réduire, réutiliser. Et si on ne peut pas réutiliser, recycler, etc. Et ces fameux 3R, réduire, réutiliser, recycler, qui sont ici un petit peu plus détaillés, vont être un petit peu adaptés petit à petit par tout un tas d'initiatives. Alors justement, les initiatives, il va en avoir plusieurs. Là, on est en 2009, et donc que s'est-il passé entre 2009 et puis 1976 ? Ce qui s'est passé, c'est une mise à l'agenda politique de certains pays de ce concept, en tout cas, d'économie circulaire. Bien sûr, la France et d'autres pays européens, notamment suite au choc pétrolier, commencent à avoir des lois sur le recyclage et des lois environnementales pour tout un tas de raisons, de plus en plus fortes, de plus en plus détaillées. Années 80-90, année 2000, le Japon, qui a connu une croissance économique très forte, qui est sur une île, très contraint donc pour mettre des décharges partout, et qui va commencer à exporter aussi lui-même ses déchets, adopte une loi dont l'esprit en tout cas est une économie circulaire, donc assurer ces boucles dans tous les secteurs d'activité, y compris bien sûr l'aménagement urbain, la construction, mais aussi l'agriculture. Année 2000, en 2004, le G8 aux États-Unis a lieu, et le Japon va promouvoir une initiative dite des 3R, donc ça reprend ce dont je viens de parler juste avant, pour promouvoir une initiative internationale et faire prendre conscience de l'urgence, non seulement bien sûr des enjeux environnementaux, mais surtout de la gestion de la matière première et de la réduction des déchets dans tous les secteurs. En 2004, donc, le Japon essaye ça, mais c'est refusé. Et en 2008, le Japon a la chance d'accueillir le G8 à Kobe et va faire adopter la première initiative internationale sur les 3R. 2008, on commence à voir cette accélération puisque la même année, 2008-2009, la Chine va adopter une loi cadre sur l'économie circulaire. Et je m'arrête là, ça reste un laboratoire, ça n'est en aucun cas, ni d'ailleurs
comme les Pays-Bas, ni d'ailleurs comme le Japon, des exemples absolus d'économie circulaire, mais voilà des tentatives de faire quelque chose pour la réduction de la consommation de matières premières et l'émission de déchets. Donc 2008-2009, la Chine adopte une loi cadre. C'est à ce moment-là qu'au ministère des Affaires étrangères, Jean-Claude Lévy, en 2008-2009, publie le premier livre francophone sur le sujet, en parlant justement de ce qui est nouveau sur l'économie circulaire, en montrant, et c'est là ce qui est nouveau, une approche systémique sur l'ensemble des secteurs économiques des 3R, avec toujours l'objectif d'avoir un modèle économique rentable. Ce qui va sans doute à l'encontre de certains discours qui étaient plutôt sur l'environnement, moins sur le modèle économique des entreprises et des acteurs privés. Et tout de suite, il y a cette logique, bien sûr, d'économie, en Chine très très présente. Pour vous donner une anecdote, les premiers échanges franco-chinois sur le sujet, c'est bien sûr de regarder qu'est-ce qui peut être fait comme transfert de technologie sur ces sujets-là, pour partager les bonnes pratiques, etc. 2008-2009, donc, accélération, avec la fondation Ellen MacArthur, navigatrice connue, qui va lancer une fondation qui va permettre de médiatiser très fortement le concept en Europe et dans le monde, soutenu par de nombreuses entreprises. Et on va avoir un concept un peu plus détaillé, avec des choses qui vont s'appliquer au secteur du bâtiment, des rapports qui vont être publiés aussi sur l'économie circulaire et le bâtiment. Donc, médiatisation très forte avec la fondation Ellen MacArthur. Il y a une pédagogie qui s'installe aussi sur comprendre comment on en est arrivé là, d'un système économique qui produit en masse des déchets dans l'ensemble des secteurs, avec des produits non éco-conçus, d'ailleurs dans l'aménagement urbain, non conçus non plus pour être modulaires, réemployés plus tard. Et donc, on va avoir un aspect pédagogique justement sur la conception historique de l'économie linéaire et circulaire. En voyant en haut, ce que vous voyez, c'est justement cette économie linéaire. Et puis des travaux historiques vont montrer que l'invention du déchet de masse, comme on le connaît aujourd'hui, est beaucoup plus récente que l'invention de la notion de recyclage. Dans les sociétés, bien sûr, pré-industrielles, le déchet existait, l'exploitation de ressources non renouvelables existait, mais à cette échelle-là, le déchet de masse est tout à fait nouveau dans l'histoire économique. Et ça, c'est ce que montrent notamment des livres comme L'invention des déchets urbains, qui analysent la ville de Paris et les boucles qui existaient entre la ville notamment et les milieux ruraux alentours. Il y a bien sûr d'autres concepts comme l'obsolescence programmée, qui s'appliquent moins aujourd'hui aux bâtiments, mais qui sont très présents. Voilà, on va accélérer un petit peu, si possible, Vincent. Il reste 2 personnes à vous montrer. Pour 1 minute, c'est parfait. En Chine, donc, c'était bon, j'en ai parlé. Et puis, l'Europe n'est pas en reste, et bien sûr la France. Le paquet européen sur l'économie circulaire commence à être débattu en 2015. À la même époque, l'ADEME produit une définition française de l'économie circulaire qui est légèrement différente des autres approches. Alors ici, vous voyez les piliers qui sont repris dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte et qui définissent l'approche française de l'économie circulaire. Si on doit retenir une chose de ça, après l'ADEME sera bien meilleur que moi pour dire ce qu'il faudra retenir, mais c'est bien sûr qu'il y a l'ensemble du cycle de vie, et vous le voyez, il n'y a pas un secteur qui est concerné, première chose. Et deuxième chose, le recyclage est un pilier, donc condition essentielle, mais non suffisante pour aller vers l'économie circulaire. Il y a énormément de pratiques avant juste de promouvoir le recyclage. Bien sûr, en France, il se passe beaucoup de choses. Depuis 2012, des congrès, des conférences, des initiatives qui vont voir émerger des études de cas et des projets innovants en la matière. Et au niveau local, des initiatives aussi. Par exemple, Antoinette Gull à la mairie de Paris, qui va promouvoir le livre blanc de l'économie circulaire et qui va avoir une influence pour avoir des projets immobiliers sur l'économie circulaire. Dernière personne, et c'est tout récent, Brune Poirson, secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique, avec une feuille de route sur l'économie circulaire adoptée cette année, suite à des discussions l'année dernière, qui intègre 50 mesures sur l'économie circulaire, dont certaines sont directement liées au bâtiment et notamment au réemploi de matériaux. Et ça, j'imagine qu'on en verra. Et voilà toute une trajectoire historique, j'espère qu'on l'a vu, qui s'est accélérée. Tout n'est pas nouveau, mais la mise à l'agenda politique national et international, elle est nouvelle. Et surtout, on a une conception qui intègre l'ensemble des secteurs
et pas uniquement des mesures environnementales marginales. Voilà, okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent Aurès pour cette présentation, voilà, un peu au pas de course, mais il est important de resituer un petit peu l'histoire de l'économie circulaire. Jean-Claude Lévy, on va rebondir avec vous, effectivement, vous qui avez été un acteur qui a été effectivement donc, cité par Vincent Aurès. Vous avez un micro, là c'est bon, voilà, par contre la zapette. On va rappeler un peu les enjeux de cette économie circulaire, et puis voilà, l'histoire a été faite par Vincent Aurès. Donc voilà, rappelez-nous un petit peu les choses importantes à retenir de l'économie circulaire avant qu'on ne rentre dans le détail un petit peu du bâtiment après avec nos autres intervenants. Le mot qui a été prononcé tout à l'heure, je l'ai prononcé pour ce qui me concerne, c'est le mot mouvement. L'économie circulaire, c'est un mouvement. Plus près le micro, si possible. C'est un mouvement, et Vincent Aurès vient de dire c'est une trajectoire. Alors j'ai essayé de le concevoir dans un sens historique. Je suis historien géographe, et vous voyez comment j'ai figuré dans un tableau synoptique comment positionner sur la droite l'économie circulaire. On va de la cueillette, pour parler des technologies, au travail. Le travail, c'est ce qu'on fait tous les jours, hein, pour gagner sa vie. La valeur, la monnaie, c'est comme ça qu'on est rémunéré. La temporalité, parce que le travail et tout ça, ça a changé de forme avec les époques. Les espaces géographiques, qui changent aussi dans la représentation qu'on en a. Et enfin, la trajectoire de ce que j'appelle l'économie circulaire, qui n'arrive bien évidemment, selon l'historique qu'en a fait Vincent tout à l'heure, qu'en avant-dernière position. Alors, le tableau parle de lui-même, je ne vais pas le commenter beaucoup plus, simplement pour montrer que ce mouvement épouse la révolution industrielle, épouse l'agriculture, épouse l'artisanat, l'industrie, la logistique et les services. Et aujourd'hui, on est dans un mouvement caractérisé de numérique. On y reviendra tout à l'heure. Le travail lui-même, le rapport aux salariés, la cueillette était libre, il n'était pas salarié. Puis le travail a été divisé, ce qu'on appelait la division du travail, hein, contraint, esclavage, servage. Le salaire arrive ensuite à un travail qui se vend, on vend sa force de travail, et en même temps on accumule du capital pour réinvestir, etc. À droite, la question de la monnaie, la question de la valeur est très importante. Quand on connaît les questions du change, ceux qui travaillent à l'international, on s'aperçoit que tout peut bouger au niveau de la valeur et de la monnaie. C'est extrêmement relatif. La monnaie était métallique, elle est devenue scripturale et fiduciaire. Fiduciaire, la confiance, une confiance à la monnaie, on ne l'a pas, c'est compliqué quand on ne l'a pas. Et puis elle devient virtuelle. Là j'ai mis des interrogations parce qu'elles sont réelles. Le bitcoin, est-ce que c'est une monnaie? Ensuite, la temporalité. La temporalité, c'est le rythme de tout cela. C'est rythmé avec les saisons au début. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le rythme selon les saisons soit le même. Alors c'était le troc, bien sûr, et qui correspondait à l'échange des biens qu'on pouvait cueillir à l'époque. Et puis tout se fragmente progressivement. Et aujourd'hui, on se pose des questions intello peut-être, mais le numérique nous fait vivre une temporalité extrêmement difficile. On est en même temps ici et ailleurs, et on ne sait plus très bien à quel moment on en est, y compris dans la journée, selon ce qu'on a à faire. Espace et géographie, c'est un peu ma spécialité. L'espace que nous vivons aujourd'hui, il est mondialisé et il est déterritorialisé. On est même partout en même temps, tous les jours sur la télévision, à la radio ou dans nos conversations même. Je ne m'appesantis pas là-dessus, mais la question de la décentralisation, de la nation, de la région, de la métropole, Lambert en a parlé tout à l'heure, ce sont des questions qui sont clés dans un territoire comme la France, mais partout dans le monde. Et enfin, la trajectoire de l'économie circulaire, quand les forces productives ont été organisées, agriculture, artisanat, etc., elles ont peu à peu fait une organisation plus finalisée. Et j'en viens à ce qui s'est passé au XXe siècle. Au XXe siècle, on peut dire que nous sommes à un siècle où une intelligence que j'appelle stratégique, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, intelligence stratégique, c'est Lambert qui a parlé d'intelligence. C'est un moment où toutes les forces, et je vais passer au schéma suivant, alors, je ne sais pas si c'est ça, je pense, acteurs et territoires de l'économie circulaire. Ah, voilà. C'est toutes les forces au XXe siècle qui concourent à produire l'espace dans lequel nous vivons et nous travaillons, on finit par déterminer, à travers l'urbanisme opérationnel, une stratégie qui situe les investissements à la croisée de plusieurs dynamiques territoriales. Vous les avez là, acteurs du marché, PME, fonds de travail, risques, etc.,
acteurs institutionnels et réseaux et acteurs de la recherche-développement. Tous ces gens commettent des actions pour le développement local et à dominante économique. La technologie, dont on a parlé tout à l'heure dans le précédent tableau, joue un rôle bien sûr essentiel, et la valorisation des résultats de la recherche qui permet effectivement d'animer le mouvement avec en permanence, si possible, des avancées qui se produisent. Ce schéma-là situe au milieu ce que j'appelle l'intelligence stratégique, c'est les conseils, la planification, les projets complexes. On est dedans à tous les niveaux, mais pas aux mêmes positions de commandement d'ailleurs. Hein. On est des fois acteurs contraints et quelquefois on est dans le schéma qui permet de percevoir le mouvement d'après. Alors ensuite, je crois que c'est celui-là. Non, excusez-moi, je suis un peu... Voilà, le schéma suivant c'est un peu le même, mais vous avez vu, il y a marqué acteur B. Acteur B, voilà. Et au milieu, il y a une différence importante dans le mouvement d'économie circulaire. Je parle de dynamique. Là, une petite anecdote, les piliers, c'est le Panthéon. Les piliers, ça ne bouge pas. Et je suis un peu en polémique avec l'ADEME depuis 10 ans sur la dénomination, sur la sémantique. Non, on est dans des dynamiques, on n'est pas dans des piliers. Parce que si on était dans des piliers, ce serait l'éternité devant nous. Donc, je parle de dynamique, et ces dynamiques, elles se sont précisées depuis 2009, très très largement. On sait ce que c'est que la dynamique d'économie circulaire. L'éco-conception, vous savez tous ce que c'est. L'écologie industrielle et éditoriale, Vincent Aurès en a parlé, on sait ce que c'est. L'économie de fonctionnalité, c'est Michelin qui vend des pneus pour les grands groupes de transport, par exemple, ils vendent du kilomètre. Ils ne vendent plus des pneus, ils ne vendent plus de la matière. La matière, il peut la recycler ensuite. Et c'est pareil pour, je sais pas, Brand, les machines à laver, etc. L'économie de fonctionnalité vend du service. Et ne vend pas de la matière. Mais la matière, ça permet de l'économiser et de la recycler. Mais vous savez ça, tout ça par cœur. Hein. L'efficacité des ressources, n'en parlons pas. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui une intelligence stratégique de la production de l'espace territorial. J'insiste beaucoup là-dessus parce que les stratégies des acteurs pour les dynamiques de l'économie circulaire, c'est dans les collectivités locales, c'est dans des territoires circonscrits que ces acteurs-là agissent. Alors, j'ai dit tout à l'heure, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, vous êtes, vous, à Cobati, je dirais des acteurs majeurs. Des acteurs majeurs, mais dans quelle mesure vous êtes des acteurs qui traitaient l'espace territorial? Je vais être un peu provocant. Je pense que vous êtes des acteurs de la sous-traitance, pas du traitement. Parce qu'une bonne partie des opérations que vous avez à réaliser en tant que cobatiste, dans la pléiade de diversité de vos fonctions, est contrainte. Elle est contrainte, je parle d'intelligence stratégique, par une intelligence stratégique qui se définit à une autre échelle que l'échelle territoriale. Quand c'est les grandes organisations internationales, l'échelle, c'est la planète. Pour le climat, par exemple, c'est au niveau de la planète. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir au niveau de la planète, mais c'est cette échelle stratégique. On a l'impression quelquefois que notre planète serait gouvernée comme un vaisseau spatial. De haut en bas, on déciderait effectivement des créneaux, des possibilités, de l'orientation du mouvement. Non, ça se décide aussi de façon très dialectique, au niveau local, par les possibilités, par l'aptitude à essayer d'épouser ce grand mouvement. Et ça, je crois que c'est une question qu'il faut sans cesse avoir dans la tête. Sinon, on ne sait plus où on en est. On se dit, mais qu'est-ce que je fabrique à faire un produit où je suis contraint, où je ne peux pas moi-même décider ou faire. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'exposé général. Simplement, l'ADEME est là. D'autres opérateurs sont ici. Et on va les entendre bientôt, d'ailleurs, pas de problème. D'autres opérateurs sont ici. Et disons que dans la contrainte qui pèse sur nous, pas que sur vous, sur l'ensemble, il y a des portes ouvertes. Je pense que l'économie circulaire, le mouvement d'économie circulaire, a permis d'ouvrir quelques portes depuis une dizaine d'années. Il y a des lois, bien sûr, il y a une feuille de route, il y a la transition écologique qui se prépare. Il y a des portes ouvertes. Et dans ces portes ouvertes, il faut arriver à se repérer territorialement, localement, sur ce qu'on peut faire. Et je finirai là-dessus. Un des schémas, vous ne l'avez pas vu, vous l'avez vu, mais il n'est plus là. Un des schémas posé à la fin, dans le cadre de l'économie numérique que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas reterritorialiser? C'est-à-dire que la dématérialisation, l'absence du territoire, disons, qui se dessine par la dématérialisation, ne doit-on pas aujourd'hui
essayer de revoir cette dialectique à partir du niveau territorial, où vous travaillez nécessairement les uns et les autres. Et là, ce sont les régions. On va en parler dans l'après-midi, je pense cet après-midi, avec la région. Plutôt ce matin, parce que tout se passe ce matin, cet après-midi sont les visites, Jean-Claude. On va en parler. Ok, d'accord. Je crois que c'est là que la question se pose. Est-ce qu'on ne doit pas repenser territoire plutôt. Ouais, penser territoire, organiser territoire. Et est-ce que ce n'est pas à l'échelle du territoire que l'ouverture dans laquelle vous êtes peut prendre beaucoup plus de sens que poser la question, c'est presque y répondre d'ailleurs. En regardant, comme je parlais tout à l'heure, d'un vaisseau cosmique. Merci. Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude Lévy. C'est dur de faire bref quand il y a tellement de choses à dire, vous avez remarqué, mais en tout cas voilà, merci Jean-Claude. On va effectivement retrouver... Oui, on peut l'applaudir, vous avez bien raison. Vincent Aurès, on va vous retrouver pour parler maintenant du développement de l'économie circulaire sur des phases de construction et d'exploitation. Je vous demanderai vraiment d'être dans le timing aussi. Oui. Là, je vais être très vigilant là-dessus, par obligation. Voilà, donc en fait, on va développer un petit peu les enjeux clés. Il y en a deux essentiellement, je crois. Oui, alors je vais essayer en effet d'être bref. N'hésitez pas à me le dire. Donc là, l'idée, c'est, on a vu l'histoire de la mise à l'agenda politique, et puis petit à petit, bien sûr, on va essayer d'arriver sur quelques projets, et puis après, avec des projets encore plus concrets, mais ce ne sera pas moi. La feuille de route, on s'est arrêté sur justement cette grande initiative au niveau national en France, adoptée cette année, avec des déclinaisons notamment dans le domaine du bâtiment, des orientations qui avaient déjà été données notamment par certaines collectivités territoriales. Et ici, je vous parlais du réemploi des matériaux de construction, qui est voulu par beaucoup, mais extrêmement difficile bien sûr, quand il s'agit de le mettre à l'échelle industrielle et à l'échelle systématique de toutes les opérations de construction. Ça, je vais passer. Là, il faut quand même garder un chiffre extrêmement important en tête. On parle énormément des déchets ménagers parce que nous sommes tous directement concernés, qu'on travaille ou non dans le BTP, parce qu'il y a énormément de types de matières premières différentes, parce qu'il faut trier par type de flux, etc. Mais gardons en tête tout de même les tonnes qui sont concernés. Regardez sur les tonnes de déchets en France. Alors, je n'ai pas mis l'année ici, mais on est sur environ 70% en tonnage des déchets qui sont des déchets du BTP. Donc, en termes de volume, quand même, le BTP écrase littéralement l'ensemble des autres types de déchets, bien que les autres soient aussi importants, mais il y a directement un volume extrêmement important et donc une place très très importante de l'économie circulaire dans le domaine de la construction. On parle souvent de l'environnement en termes de matières premières. N'oublions pas, et ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, que l'environnement, notamment dans le domaine du bâtiment, a directement des liens avec le social. Sur la rénovation énergétique des bâtiments, l'autre face, bien sûr, c'est que plus de 5 millions de personnes en France vivent en situation de précarité énergétique. Et donc, agir, bien sûr, sur l'enveloppe thermique des bâtiments, notamment, agit directement sur les gens qui y logent. Et donc, gardons ça en tête aussi, bien sûr, qu'au-delà d'agir sur la matière première, il y a le côté social qui est derrière. Tout à l'heure, j'ai parlé du livre blanc de l'économie circulaire. En voilà un extrait. Et j'ai souligné un objectif qui était mentionné avant donc, la feuille de route, qui est repris dans la feuille de route, qui est l'objectif de rendre obligatoire et systématique un diagnostic réemploi. Vous le savez, il y a le diagnostic déchets qui est aujourd'hui obligatoire. L'objectif, ce sera à terme d'avoir un diagnostic réemploi qui est aujourd'hui à plusieurs initiatives pilotes avec des entreprises ou associations qui tentent des nouvelles méthodologies, notamment avec l'ADEME, pour avoir des diagnostics réemploi. Ce n'est pas tout de faire un diagnostic, ensuite il faut que ça soit rentable. Si on veut vraiment systématiser tout ça, ça n'est pas gagné, mais il y a des choses qui se passent et il y a des choses qui permettent de prouver que ça pourrait l'être. Mais gardons à l'esprit, recyclage, ce qui est mieux, c'est le réemploi. Et donc, on va de plus en plus vers ces 3 R, puisque les initiatives politiques locales et désormais nationales soutiennent le réemploi. Au niveau des acteurs économiques, les fédérations professionnelles, dès 2016, s'étaient mis d'accord dans ce qui s'est appelé engagement pour la croissance verte, qui est non normatif, non obligatoire, mais où il y a quand même une démarche d'affichage forte, avec 3 objectifs du contrat passé notamment avec le ministère de l'Environnement. Alors c'était l'UNICEM, la SNBPE et l'UNPG, valoriser sous forme de matière 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics d'ici 2020, augmenter de 50% la quantité de granulats et matériaux recyclés à l'horizon 2020 par rapport à 2014, et 3e grand objectif,
développer la valorisation de la fraction non recyclable des déchets inertes en réaménagement de carrière. Peut-être ce qu'on peut en retirer de ces grands objectifs, au-delà de l'affichage, c'est la démarche qui est prise aujourd'hui par les acteurs, notamment de la déconstruction, extrêmement fort pour aller vers plus de recyclage. Et pas que ça, il faut aussi assurer les débouchés à ce qui est recyclé, d'où l'idée, bien sûr, d'intégrer de la matière recyclée, pour toujours avoir cette logique de filière et cette logique économique. Voilà donc des objectifs plus concrets. Maintenant, imaginons quelque chose, imaginons un projet qui serait très innovant sur le domaine de l'économie circulaire. D'abord, un projet innovant sur le domaine de l'économie circulaire, c'est un projet qui est rentable, bien sûr. Ensuite, imaginons un projet au cœur de Paris, dans un espace urbain foncier extrêmement cher, où il n'y aurait que 1600 m² de surface de plancher, 6 niveaux, et où on souhaite faire de l'énergie photovoltaïque, du réemploi de matériaux dans un nouveau bâtiment, une mixité de fonctions, de la modularité dans la conception du bâtiment pour assurer un allongement de sa durée de vie et pour pouvoir l'adapter. Et imaginons aussi, mais je l'ai dit, qu'il y ait du réemploi de matériaux. Eh bien, ce type de projet qui aurait pu être vu comme utopique, aujourd'hui ça se passe et le permis de construire a été donné cette année. Il a été remporté il y a plusieurs années en termes d'appel d'offres, mais ça y est, ça commence à être construit et c'est rentable sans aide publique là, ici. J'en parlerai tout de même de l'initiative publique derrière, mais vous avez des promoteurs immobiliers, ici un qui avait gagné le concours Réinventer Paris, c'est là l'initiative et la prise de risque politique qui est souvent derrière de bonnes initiatives, avec un promoteur immobilier qui s'allie à des associations comme Bellastock, qui a développé une méthodologie soutenue par l'ADEME sur le réemploi de matériaux, avec des acteurs énergétiques qui n'étaient pas forcément mis autour de la table lorsqu'il s'agissait de concevoir le bâtiment, et puis bien sûr des dialogues nouveaux entre architectes et les personnes qui vont faire les diagnostics réemploi, pour pouvoir assurer les débouchés bien sûr au réemploi de matériaux. Et donc ce type de projet, c'en est un, et j'imagine qu'on va en voir plein d'autres très intéressants, mais voilà des choses concrètes qui se passent et qui appliquent un petit peu quand même cette logique d'économie circulaire de manière plus concrète. Imaginons le bâtiment comme un produit avec tout son cycle de vie. On a bien sûr la conception jusqu'à la démolition ou rénovation. Aujourd'hui, notamment en France, le bâti il est déjà quasiment construit. Et donc il faut penser le bâti déjà construit dans cette logique d'économie circulaire et ne pas s'appliquer uniquement à faire de très beaux projets très innovants qui sont le summum de l'état de l'art, mais dans des projets qui sont des écoquartiers flambant neufs, et on le sait tous, qui ne s'adressent pas à tout le monde. Et donc, il faut imaginer les immeubles qui sont déjà là, et il y a aujourd'hui énormément d'immeubles vacants dans un certain nombre de métropoles en France, et donc comment les utiliser? Bien sûr la construction, la réhabilitation, et enfin l'exploitation. Et l'économie circulaire s'applique à chaque phase du cycle de vie du bâtiment, même et y compris dans le bâtiment déjà construit. Des indicateurs sont développés, sont en cours aussi de développement. On n'est pas là sur un concept qui est totalement normalisé du tout, mais il y a des indicateurs de résultats et des indicateurs d'impact pour mesurer l'avancement sur l'économie circulaire. Si on doit retenir, et c'est mon dernier slide, peut-être quelque chose de général sur ces démarches d'économie circulaire. D'abord, c'est qu'il y a des démarches d'expérimentation qui sont nécessaires et absolument nécessaires, avec partage de risques en collaboration avec d'autres acteurs. Étant donné qu'on agit sur l'ensemble du cycle de vie et qu'il faut assurer soit le retour de la matière ou du produit à d'autres acteurs économiques le long de la chaîne de valeur, il faut des collaborations, et c'est là l'un des dénominateurs communs à l'ensemble des études de cas que vous pouvez voir sur des sites qui recensent les études de cas de l'économie circulaire. Processus collaboratif, derrière il y a une logique économique bien sûr, c'est le partage du risque et le partage de la dette qui est inhérente à ce type d'investissement. Et dernier point, on observe une demande de la part des clients, que ce soit les collectivités territoriales, l'État, on l'a vu avec des appels d'offres publics, qui petit à petit intègrent, on l'espère, ce type de critères, mais aussi les investisseurs privés, mais aussi les entreprises. Aujourd'hui, les grandes entreprises vont avoir à publier des indicateurs d'économie circulaire sur leur propre performance. Et j'y reviens pas, mais
plusieurs textes réglementaires les incitent en tout cas à considérer l'ensemble du cycle de vie de ce qu'elles font et des activités avec lesquelles elles sont liées. Et donc on a une demande croissante, elle n'est pas là totalement, on ne va pas se cacher les choses, mais il y a réellement un marché qui est en train de s'ouvrir et on l'observe. Le projet du promoteur immobilier, c'est une petite chose. Je peux vous dire qu'une fois que ça a été approuvé et gagné, il y a 30 promoteurs immobiliers qui ont appelé l'ensemble des autres associations pour pouvoir faire le même type de projet. Donc là, un marché qui grandit. Merci. Merci beaucoup Vincent Aurès. On peut saluer la performance, 10 minutes montre en main, nickel, comme on dit, c'est ce qui s'appelle être dans l'efficacité maximale. Sylvain Bordebeur de l'ADEME va nous parler effectivement d'économie circulaire dans le bâtiment, comment faire de nos déchets des ressources, quels sont les programmes de recherche sur l'économie circulaire développés par l'ADEME. Écoutez, on est tout oui, comme on dit aussi, pour écouter quelques exemples concrets. Vous avez des illustrations donc avec 3 programmes soutenus par l'ADEME notamment qu'on va développer rapidement toujours, vous l'avez bien compris. Oui, j'ai bien compris, je vais essayer de faire le même timing. Tout d'abord, effectivement, pour nous, l'enjeu important, on l'a dit, 40 millions de tonnes dans le bâtiment, spécifiquement. C'est vrai qu'on lit souvent le bâtiment et les travaux publics. Alors évidemment, les deux secteurs ont des spécificités, mais c'est aussi assez intéressant de voir ce qui les rapproche. Les travaux publics sont souvent un bon exutoire pour le bâtiment. Quand on prend l'ensemble, on est à plus de 200 millions de tonnes par an de déchets, à mettre en rapport avec les ressources qu'on consomme. À peu près en granulat, on doit être à peu près à 400 millions de tonnes. Donc on voit bien que les bâtiments et plus généralement le secteur du BTP avec ses déchets, c'est un véritable réservoir de matériaux. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Après, quand on regarde en termes d'enjeux, sur les 40 millions de tonnes, si on reste que sur le bâtiment, c'est quand même plus que les déchets ménagers. Et c'est vrai qu'on parle souvent beaucoup des déchets ménagers et peut-être pas assez de ces déchets du bâtiment. Après, quand on creuse un peu, et donc après je vais illustrer avec les trois programmes qu'on a pu accompagner, enfin 3 principaux programmes parce qu'on en a accompagné beaucoup. Sur ces 40 millions de tonnes, on a principalement des déchets inertes. Ce qu'on appelle les déchets inertes, c'est les terres, le béton, la brique, etc. Et ces matériaux-là sont globalement plutôt assez bien valorisés. Donc on ne part pas non plus de rien. La seule chose, c'est qu'on peut peut-être faire mieux avec ces matériaux-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les valorise beaucoup en sous-couche routière, on les valorise en remblai de carrière. Bon, on est sur des valorisations. Donc, par rapport à l'objectif de la loi de transition énergétique, on va dire qu'on est dans la bonne direction. On pourrait se contenter de ça, finalement se dire, il y a 70% de valorisation à respecter par rapport à la loi, on va y arriver. On n'est pas très loin. Le 2020, c'est pas ça qui... Mais quand on creuse un peu, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux avec ces matériaux-là ? Peut-être les réintroduire aussi dans le bâtiment. C'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup de matières qui ne reviennent pas sur les mêmes usages. On voyait tout à l'heure la pyramide. Alors, ce n'est pas toujours facile de faire du réemploi au sens strict. C'est-à-dire retomber dans le même usage identique, ce n'est pas facile. Par contre, on peut essayer de monter. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est sur du béton de déconstruction et qu'on en fait seulement du remblai, on est sur une valorisation. C'est beaucoup mieux que de le mettre en installation de stockage, mais on peut aller un peu plus loin. Après, quand on creuse la question, on a des quantités beaucoup plus faibles, à peu près 10 millions de tonnes, c'est les déchets du second œuvre. Là, on a une pléiade de matériaux, on va retrouver le bois, plastique, plâtre, etc. Et là, certes, ils sont en quantité bien moindre, mais ils sont très mal valorisés aujourd'hui parce qu'ils sont souvent fortement mélangés. Et là, il y a vraiment un gap parce que, je reviendrai sur un des programmes qu'on a, on est capable de les valoriser. Mais il faut une meilleure organisation de chantier. Puis alors après, sur les 2 autres points, je les partage totalement par rapport à ce qui a été dit, mais c'est 2 sujets qui doivent monter en puissance. Le réemploi, évidemment, aujourd'hui, on réemploie ce qu'on sait faire assez facilement, c'est les surplus de production, c'est plutôt du matériau neuf. On sait encore assez peu réemployer les matériaux en fin de vie. Ça nécessite de l'organisation, de l'anticipation, et là, je l'illustrerai avec un des programmes. Et puis le dernier point, c'est mieux concevoir les bâtiments d'aujourd'hui pour ne pas se retrouver dans les mêmes impasses ou les mêmes difficultés dans 50 ans. Donc il y a vraiment cette question d'éco-conception, en tout cas de réflexion sur le devenir des déchets ou le devenir des matériaux des bâtiments qu'on réalise aujourd'hui et pour faciliter notre fin de vie. Donc là, je vais l'illustrer rapidement avec les 3 programmes qui sont alors plutôt dans l'autre sens, parce que justement, j'ai pris plutôt par rapport à la boucle de l'économie circulaire. Là, on est beaucoup plus sur la phase amont, sur l'économie circulaire, enfin l'éco-conception du bâtiment pour limiter sa production de déchets pendant tout le cycle de vie. Ça a donné lieu à un centre de ressources qui s'appelle BASED, qui a été réalisé par
Nobatech, qui est une plateforme technologique qui travaille beaucoup sur les questions à la fois de réemploi, mais de conception de bâtiments. Je vous invite vraiment à y aller. C'est d'ailleurs une plateforme qui doit vivre aujourd'hui parce que très clairement, quand elle a été réalisée, donc il y a maintenant 2 ans, on peinait à avoir des retours d'expérience en France, alors que je pense qu'aujourd'hui, on en a beaucoup plus. Donc c'est important de les mettre en valeur. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais c'est vrai que la base, on disait tout à l'heure, c'est déjà essayer de voir comment on peut conserver l'existant. On a souvent des bâtiments industriels, des bâtiments avec une valeur patrimoniale. Assez rapidement, on est dans une logique de déconstruction, de démolition pour repartir à neuf. Alors c'est vrai que ça, là, je pense par rapport au co-bâtisse que vous êtes, les logiques d'architectes sont très intéressantes. Vous avez un nouveau métier à inventer, c'est qu'aujourd'hui, voilà, la logique purement du bâtiment neuf exclusivement, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment de l'ingéniosité sur comment conserver l'existant, comment bâtir avec du réemploi de matière. Il y a vraiment à se démarquer aussi. Là, sur ce centre de ressources, vous avez beaucoup de références sur les questions de démontabilité et d'évolutivité. On sait aujourd'hui qu'un bâtiment, c'est toute la difficulté pour les architectes d'aujourd'hui, il va avoir une vie très différente peut-être en 30 ou 40 ans. Il va peut-être avoir une fonction à un moment donné de bâtiment collectif, après ça va devenir du logement. Et donc comment faire en sorte qu'une structure puisse avoir 2, 3, 4 usages dans sa durée de vie et éviter d'être à un moment obligé de démolir ou de rénover très lourdement alors on pourrait imaginer des logiques de démontabilité, d'évolutivité de bâti. Donc vraiment, un site à regarder, il y a beaucoup de références et je vous invite même à communiquer des retours d'expérience pour l'enrichir. Un deuxième programme qui a fait l'objet d'un séminaire de restitution cette année sur le réemploi de matériaux. Et là, il y a aussi... Alors, le réemploi de matériaux, il y a plusieurs logiques. Je sais que Cycle Up, par exemple, interviendra, donc je ne vais pas non plus aller trop dans le détail, mais il y a plusieurs logiques dans le réemploi. Il y a le réemploi de matériaux, je dirais, courants, plutôt à très faible risque et plutôt dans une logique de B2B. C'est-à-dire que voilà, on a un producteur de matériaux, un demandeur, et puis on peut essayer de réutiliser directement. Il y a une logique qui est assez intéressante dans le cadre des programmes REPAR qu'on a soutenus, c'est cette logique architecturale. Synergie de chantier, mine urbaine, alors c'est des grands mots, mais quand on prend par exemple des zones comme plaine commune, ils ont autant de déchets de la déconstruction que de matériaux construits sur cette zone-là. Donc là, très clairement, on voit tous les enjeux au niveau territorial d'éviter d'aller importer des ressources alors que sur le territoire, ils ont quasiment toute la matière issue de la déconstruction. Et là, ce qui a été intéressant, notamment Seine-Saint-Denis Habitat qui s'est mis sur ce créneau-là, c'était de faire des chantiers expérimentaux pour voir comment, d'un chantier de déconstruction, reprendre les matériaux pour un autre chantier de construction. Et là, il y a vraiment une logique, dans le cadre du réemploi, de détournement d'usage ou d'aptitude à un nouvel usage. Et ils ont travaillé principalement sur béton et briques, des matériaux qui ne sont pas a priori très simples. Parce que, évidemment, déjà, ce n'est pas des matériaux à une très, très grosse valeur intrinsèque. Donc, il ne faut pas non plus avoir d'une organisation qui serait fondamentalement différente. Parce que si vous rajoutez énormément de coûts dans la chaîne, vous n'y arrivez pas. Et donc là, ils ont réussi à montrer la performance, notamment technique, architecturale. Ils sont passés de béton du bâtiment à du mobilier urbain. Donc, vraiment plutôt de l'aménagement et donc avec des contraintes techniques moins lourdes. Et ils ont... Ce qui est important aussi dans le réemploi, c'est de professionnaliser la démarche. Et je pense que Cycle Up en parlera sur les questions d'assurance. Ils ont pris toutes les validations techniques pour éviter d'être dans le côté artisanal. Parce que la contre-référence dans ce genre de domaine, elle peut être dramatique. Donc nous, ça a été l'enjeu d'ailleurs de notre soutien à ADEME, c'était de faire en sorte que ce soit dans un cadre et qu'on ait toutes les validations techniques. Et donc je finirai sur le dernier programme, qui est un programme sur la question des déchets du second œuvre, qui sont aujourd'hui très mal valorisés. C'est un programme qui s'appelle Démoclès, sur les clés de la démolition durable, qui continue aujourd'hui. On a de nombreux acteurs qui sont partenaires, et notamment les maîtres d'ouvrage. Je dirais que j'insiste sur ce point-là, c'est le démarrage. Si on n'a pas l'impulsion des maîtres d'ouvrage, et les entreprises et les maîtres d'œuvre ne peuvent pas faire. Et donc nous, aujourd'hui, on insiste lourdement là-dessus. On va sûrement lancer un appel à projet avec Démoclès l'année prochaine au niveau national, mais je vois bien qu'au niveau des régions, il y a aussi la volonté de soutenir les maîtres d'ouvrage, peut-être plus que la chaîne aval. Et un point important, c'est qu'on ne part pas de rien. L'idée que la déconstruction ou la rénovation, on démolit complètement le bâtiment
et on a des flux qui sont déjà mélangés, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des étapes, alors souvent les jargons ne veulent pas dire grand-chose, enfin, ils ne sont pas très explicites, le curage, le pré-curage, etc. Mais ce que ça veut seulement dire, c'est qu'au départ, on nettoie le bâtiment, on sort les matériaux un à un, pour des questions notamment sanitaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les fenêtres en même temps que les panneaux et que les faux plafonds. Ils vont bien être séparés. Ce qui est dommage, c'est que souvent les matériaux sont bien séparés pendant le chantier de curage, mais par contre en bas du chantier, et on n'a pas les contenants, la logistique, on n'a pas anticipé les exutoires, et on va remélanger. Et donc là, on a vraiment une organisation qui ne nécessite pas forcément un gros changement dans les organisations de chantier, mais qui demande beaucoup plus d'anticipation, et on peut valoriser beaucoup mieux, parce que les exutoires, on en a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le recyclage du plâtre, ça se fait, le recyclage du verre, ça se fait, le recyclage du bois, ça se fait. La plupart, peut-être pas tous les matériaux, on a encore, même là, dernièrement, la filière laine de verre s'est structurée pour le faire. Alors, évidemment, d'un territoire à l'autre, c'est là où il y a encore des travaux à mener, parce qu'il faut mailler le territoire et réussir. C'est vrai que vous prenez par exemple le plâtre, vous n'avez pas des unités de production de plâtre qui sont capables d'intégrer du recyclage dans toutes les régions de France. N'empêche que vous en avez quand même en Île-de-France, en Aquitaine, dans le Sud-Est. Donc, globalement, si vous mettez en place ces organisations, vous êtes capable de trouver des exutoires. Et donc, vraiment, le message, c'est d'arriver à ce que les maîtres d'ouvrage intègrent quelques bonnes pratiques et qu'on ait plus de communication. Si je fais le parallèle avec l'énergie, pour conclure, l'énergie, on communique maintenant très lourdement, que ce soit énergie renouvelable, que ce soit sur la performance énergétique du bâtiment. Aujourd'hui, sur le monde des déchets, ou plutôt de l'économie circulaire, on communique encore assez peu. Et je trouve d'ailleurs très intéressant, Paul interviendra tout à l'heure, que les maîtres d'ouvrage se mettent à communiquer sur ce sujet. Je pense qu'il y avait une frilosité, oh, les déchets, il ne faut pas trop communiquer dessus. Là, aujourd'hui, je trouve qu'un chantier exemplaire qui a anticipé, qui a mis en place un diagnostic, qui est en derrière et qui est capable de montrer où est-ce qu'il a mis les déchets, et c'est une obligation réglementaire. C'est-à-dire que trop peu de maîtres d'ouvrage sont capables de dire où sont partis leurs déchets. Et c'est une obligation, à la fois du maître d'ouvrage, c'est le principal responsable, et des entreprises. C'est-à-dire que vous êtes co-responsable. J'aurais tendance à dire que la première impulsion, c'est le maître d'ouvrage, mais les entreprises doivent être capables de donner au maître d'ouvrage les différents éléments de traçabilité. Voilà. Parfait, Sylvain Bordebeur. Merci, applaudissements aussi pour la précision du propos dans un temps imparti. C'est ce qui s'appelle de la haute couture. Paul Bréjon, on vous a évoqué à l'instant même avec Sylvain Bordebeur, donc vous qui êtes représentant du Cobati Paris-Seine, deuxième vice-président du Cobati Paris-Seine. Vous représentez aussi le secteur des organismes de l'habitat social qui ont intégré l'économie circulaire. C'est pas tout à fait nouveau, ça s'est intensifié depuis 2 ans, on va dire. Mais il y a déjà près d'un quart de siècle en fait qu'on s'occupe de gestion des déchets de chantier dans le domaine qui est le vôtre, si j'ai bien tout compris. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord vous dire le grand plaisir que j'ai à être cobatiste et en même temps intervenant sur un sujet, l'économie circulaire, qui est devenu mon sujet de prédilection depuis déjà 2-3 ans. Donc bravo à l'équipe de Mâcon qui a choisi ce thème qui pour moi devient un thème extrêmement riche, et vous l'avez déjà, vous le devinez déjà après avoir écouté les premiers intervenants. Le thème n'est pas tout à fait récent. Enfin, il y a 2 choses. Le thème est complètement récent, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, en gros, dans le monde du bâtiment, en dehors des gens qui étaient dans la recherche à l'amont, qu'on soit architecte, maître d'ouvrage, entrepreneur, on connaissait encore très peu l'économie circulaire. Pour autant, ça fait 25 ans que le bâtiment a commencé une mutation importante et a commencé à s'intéresser aux déchets de chantier. Je crois que ça a été le premier élément. Ça fait à peu près 92, moi je date de 92, le moment où on a commencé dans le bâtiment à s'intéresser sérieusement à la question des déchets de chantier. Avant, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, sur un deuxième sujet important qui est l'énergie, on peut dire que depuis, même si certains parmi nous peuvent s'y intéresser depuis toujours, moi j'ai à titre personnel commencé sur les questions d'énergie il y a 40 ans, mais le monde du bâtiment a vraiment commencé à bouger très sérieusement sur les questions d'efficacité énergétique à peu près aux alentours des années 2000. Donc sur ces 2 thèmes déjà importants, les déchets et l'énergie, on a un bon recul des expériences. On pourrait ajouter que les analyses de cycle de vie de produits de construction ont démarré il y a déjà quelques années. Donc à défaut de travailler sur l'économie circulaire, on avait déjà sur des briques de ce sujet commencé à innover, expérimenter et avoir une première expérience.
Quand j'ai commencé à travailler pour les bailleurs sociaux, donc c'était les ESH, donc les entreprises sociales de l'habitat, ça remonte à 3 ans. Et à l'époque, c'était la commission RSE de la fédération qui avait repéré qu'il y avait ce thème, économie circulaire, et qui ne savait pas très bien comment le démarrer, est-ce qu'ils étaient concernés et en quoi. Et donc là, on a commencé un premier travail consistant à faire un état des lieux et à répondre à la question, sommes-nous concernés en tant que bailleurs et sur quel type de métier nous le sommes. Et en fait, la réponse, vous la devinez, vous la comprenez bien, c'est que le bailleur, il est un aménageur, il est un constructeur, il est un maître d'ouvrage, il réhabilite, il déconstruit en fin de vie, mais il est aussi un bailleur, il a des locataires, il participe à la gestion de ses locataires, il est impliqué sur le développement social et urbain. Donc finalement, on s'aperçoit que dans tous ces métiers, il va avoir à gérer des ressources. Et ces ressources, aujourd'hui, c'est bien le maître mot, notamment pour les ressources non renouvelables, c'est d'apprendre à gérer ces ressources de façon beaucoup plus économe, beaucoup plus sobre, avec beaucoup moins de gaspillage, puisqu'on était quand même, on se rend compte tous, et dans nos vies professionnelles et dans nos vies personnelles, on était rentrés depuis, je ne saurais pas dire depuis exactement combien de temps, mais moi je date ça d'à peu près de l'après-guerre, dans une société, dans des sociétés reposant sur des modèles économiques où on gaspille énormément. Et on a tous vu ce moment où il coûte beaucoup moins cher de tout jeter, de remplacer par du neuf. Et on ne répare plus rien. Donc on a pris le sujet, les ESH ont dit, OK, dans nos différents métiers, on est concerné. Mais alors on fait comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc ça a été la deuxième période, et c'est ce que je vais vous dire en quelques mots. On s'est dit finalement, ce qui est assez classique, repartons des premières bonnes pratiques qu'on peut observer. Et donc avec un petit groupe de 4 ESH, que moi je qualifie de pionniers un peu, hein, ceux qui ont commencé à y aller avant que ce soit imposé, avant qu'il y ait des réglementations, qui sont allés librement, parce qu'ils avaient simplement pris conscience que c'était un sujet qui allait progressivement s'imposer. Donc on a commencé à travailler avec ces 4 ESH sur leurs pratiques. On pensait qu'on allait avoir peut-être 3-4 opérations et qu'on arriverait à en avoir une petite douzaine au total, et on aurait été très contents. Au fur et à mesure que les travaux se sont menés, c'est-à-dire toute l'année 2017-2018, on est arrivé à plus de 30 opérations qu'on a qualifiées d'opérations pilotes qui éclairent une façon de prendre le problème. On est reparti de l'idée qu'il y avait 4 ressources primaires qu'il est important de mettre dans des boucles d'économie circulaire, ou plus simplement d'économiser, de moins gaspiller, qui sont les matières premières non renouvelables, l'énergie, l'eau, dont on a peu parlé, l'eau, et puis une 4e ressource importante pour des aménageurs et pour des acteurs du bâtiment et de la ville, qui est la ressource foncière. Donc 4 ressources. Et puis on a ajouté 2 ressources, que j'appelle des ressources secondaires, qui sont les déchets de chantier et les déchets des ménages. Puisqu'on a dans ce parc des ESH, c'est 2,3 millions de logements, donc c'est 2,3 millions de familles, et donc il y a une production de déchets au-delà du déchet ménager classique dont on ne s'occupe pas. Il y a les encombrants, les D3E, il y a un certain nombre les vieux vélos, enfin, il y a des tas de déchets sur lesquels le bailleur peut aider le locataire ou les locataires à organiser une meilleure gestion de la fin de vie ou d'une deuxième vie de l'objet. Donc on a travaillé sur ces 4 ressources primaires et 2 ressources secondaires au travers de 32 opérations pilotes qui sont décrites dans une publication qui est en train de se terminer. Je validais le bon à tirer hier dans le train en rejoignant Mâcon. Donc c'est une publication qui sort dans le mois qui vient. Ce qui est intéressant, finalement, la philosophie de tout ça, je terminerai par ça, la première chose, c'est qu'on peut démarrer, tout le monde peut démarrer, on peut prendre le problème, on le prend rarement dans toute sa complexité, surtout pour des acteurs qui ont autant de responsabilités différentes, mais tout le monde peut démarrer par une entrée ressources primaires, une entrée ressources secondaires, peu importe. Le deuxième élément, c'est que, alors là pour des bailleurs sociaux c'est très important, c'est qu'en général on rentre, on a une contrainte économique, effectivement on va introduire de l'économie circulaire avec un objectif, c'est que le projet ne coûte pas plus cher. Et on s'aperçoit vite, si on l'a fait, qu'on a ce qu'on appelle les doubles ou les triples dividendes, c'est-à-dire que non seulement on a économisé tel ou tel type de ressources, et on en est heureux,
Mais en même temps, en général, on a amélioré le cadre de vie, on a facilité la vie des locataires, on a réduit les charges des locataires. Et donc très vite, on s'aperçoit qu'on a 3-4 effets positifs découlant de la volonté d'introduire un peu plus de circulaire. Tous les postes sont touchés dans l'entreprise. Je pense à des gens qui étaient les responsables des achats. Ils revoient leur métier en disant comment j'introduis cette notion d'achat durable. Ceux qui élaborent les pièces des marchés, comment je rédige un cahier des clauses techniques particulières qui va donner le là et qui va dire aux entreprises que cette fois-ci, on le fait un petit peu différemment de ce qu'on faisait avant. Donc tous les métiers sont impactés. Tout le personnel de proximité qui gère la vie des locataires, ils ont tous eu énormément d'idées sur la façon de jouer la baisse des tensions, l'échange intergénérationnel, la pacification des cités, l'animation, et dans une logique où on récupère des objets, on lance une deuxième vie et on recrée du lien social. Donc le bilan est, alors je ne veux pas non plus vous montrer que tout est rose, que tout est facile, non, c'est un peu compliqué. Il y a sur la question du réemploi qu'évoquait mon voisin Sylvain Bordebeur, il y a quand vous réutilisez un matériau qui vient d'une déconstruction, il y a des problèmes pour le maître d'ouvrage d'être absolument sûr qu'il va pouvoir travailler dans des conditions normales et en sécurité en tout cas avec ces matériaux de deuxième vie. Donc tout n'est pas simple, le thème est passionnant et, ce sera mon mot de la fin, vous l'avez compris, si on ne rentre pas dans le circulaire, si on avait cette folle idée de continuer à extraire, consommer, jeter, nous allons, les sociétés occidentales et les autres, on va tranquillement dans le mur. Voilà. Seulement quand on va dans le mur, tant qu'on n'y est pas, ça fait pas mal. Et donc c'est ça l'alerte, faisant attention à modifier nos pratiques tant qu'il est encore temps et tant qu'on peut le faire encore de façon assez sereine. Voilà, merci. Klaxonnons avant d'aller dans le mur. Merci beaucoup Paul Bréjon. On va passer la parole à Marjorie Petitpain du CERIB. On va parler notamment de tout ce qui a été développé concernant les nouveaux bétons. Donc, elle va pouvoir nous en parler un petit peu avec les granulats recyclés, avec la valorisation de matières premières de recyclage et un projet national qui s'appelle Recibéton. Marjorie, on vous écoute avec beaucoup d'attention également. Bonjour à tous. Alors, merci pour l'invitation de la part du Cobati. Alors moi, je vous propose aujourd'hui de vous présenter un petit peu des cas concrets de l'industrie du béton. Donc globalement, du béton, que ce soit Préfa et BPE, donc béton prêt à l'emploi, et plus particulièrement ce qui peut se passer dans la préfabrication. C'est pas la bonne présentation. Ah, bah ça c'est embêtant alors. Zut. C'est pas la dernière que je vous envoie. Ah, mais bon, c'est pas grave. C'est pas la dernière mouture. On va faire avec, bon. c'est pas grave. Dites-nous, on va se débrouiller. On est en direct, mesdames, messieurs. Rien n'a été enregistré, vous l'avez remarqué. Hein. On n'est pas dans le virtuel, on est bien dans le réel, hein, de chair et de sang. Voilà. Non, mais c'est pas grave, je vais faire à l'oral du coup. Bah, écoutez, c'est bien. Alors, globalement, comment ça se passe ? En France, on est quand même un petit peu en retard par rapport à nos voisins, comme la Hollande, par exemple, ou la Suisse. Et la grande différence, c'est que finalement, nous, on a encore des ressources naturelles. Voilà. Donc, dans notre esprit, on peut se dire qu'on peut continuer à piocher dans nos ressources naturelles et qu'on n'a pas cette urgence, contrairement à d'autres pays qui n'ont absolument pas de ressources et qui, demain, s'ils souhaitent bâtir une ville, par exemple, doivent réutiliser des matières qu'ils possèdent déjà. Donc ça peut être par exemple bâtir la ville sur la ville, rebâtir la ville sur la ville. Voilà. Donc finalement, comme disaient d'ailleurs les autres intervenants, on n'a pas encore cette obligation, voilà, de bouger. Alors, on a quand même différentes, heureusement, on a des initiatives. Et comment ça se passe ? C'est-à-dire que si demain, on se dit, voilà, je souhaite réutiliser un matériau, donc que ce soit du béton dans le béton ou alors d'autres matières premières secondaires ou de recyclage, il va y avoir donc une étape de laboratoire déjà pour évaluer en quelque sorte la valeur ajoutée que peut apporter cette matière première secondaire. Et l'objectif, voilà, c'est de se placer ensuite dans un contexte économique, technico-économique viable, qui va permettre donc la pérennité de cette voie de valorisation.
Alors, on parlait de Reci-Béton. Alors effectivement, c'est un projet national qui va se terminer. Et l'objectif, c'était de démontrer que c'était tout à fait possible de réutiliser, d'utiliser du béton de déconstruction, transformé donc en granulat, donc on le concasse. Alors déjà, on enlève la ferraille, ensuite on concasse, et de montrer que c'est tout à fait possible de l'utiliser dans des bétons de structure. Qu'est-ce qu'un béton de structure ? C'est un béton qui va servir par exemple pour faire des dalles ou alors pour faire des éléments de mur. Ce qui est différent finalement des bétons qu'on peut retrouver par exemple sur la voirie, donc typiquement un pavé ou une bordure. Donc là on a vraiment deux applications bien distinctes. Je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu donc le fait qu'il y ait des entreprises qui produisent du béton à base de 100% de granulats recyclés. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais mettre le doigt dessus, parce que c'est déjà le cas. On peut utiliser des granulats recyclés à très forte teneur, donc 100%, mais c'est pour des applications bien particulières. Donc par exemple, des applications, vous voulez reboucher un trou voilà, dans votre cour, vous pouvez acheter du béton avec 100% de granulats de béton recyclé. Les contextes normatifs actuels imposent un taux maximal de 30% de granulats recyclés dans un béton de structure. C'est-à-dire si vous voulez faire, comme je disais, un élément de mur, donc en préfabrication, on peut parler classiquement d'un mur à coffrage intégré, si certains connaissent. Donc là-dedans, on ne pourra jamais aller au-dessus de 30%. Voilà. Et comment faire finalement pour aller encore plus loin ? Parce qu'on dans d'autres pays, ils peuvent aller jusqu'à 70%, ils ont fait des études, ils ont montré que c'était tout à fait possible. Et donc ce projet Reci-Béton avait comme objectif de déjà démontrer qu'on pouvait en mettre facilement 30%. Voilà. Donc déjà pour dire aux gens, mais vous n'avez pas besoin d'en mettre 100%, même pas 50%, mettez-en 10%. Et vous verrez, ça fonctionne. Voilà. Il n'y aura quasiment pas de différence sur vos performances. Donc déjà c'était pour montrer ça, et d'autre part pour montrer que l'utilisation de ce type de matériaux secondaires c'est très cadré, c'est-à-dire que les granulats recyclés vont suivre exactement le même parcours qu'un granulat traditionnel au niveau de sa caractérisation. Vous n'allez pas vous amuser à mettre un granulat avec du plâtre, avec des matériaux, on va dire en plus, qui peuvent poser problème pour la durabilité de l'ouvrage. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas que ça se casse dans 2 ans. Donc voilà, donc il y a vraiment tout un cycle de caractérisation de ces matières premières secondaires. Donc là, on parle beaucoup des granulats recyclés, parce que finalement, par exemple, sur Paris, on est tous au courant de tous les travaux qui se font en ce moment. Donc ils se retrouvent avec une masse énorme, d'une part de béton issu de déconstruction, mais également d'autre part de tout ce qui va être extrait. Donc quand vous voulez faire un tunnel ou les nouvelles lignes de métro, vous excavez quand même beaucoup de matériaux. Et voilà, donc il y a cette problématique de localement, j'ai une matière, il faut que je la réutilise, parce que l'objectif, c'est pas d'aller faire une montagne ailleurs et puis de pas m'en occuper. Ou alors on peut la faire, mais vraiment de manière très temporaire, donc se dire je stocke, pour ensuite trouver une utilisation. Donc c'est ce qui se passe, il y a des initiatives à Bordeaux là-dessus, avec la plateforme Noé. Voilà, donc je salue d'ailleurs cette belle initiative. Et donc là, l'objectif, voilà, c'est de dire les matériaux où on sait qu'on peut les réutiliser très rapidement, on les met sur le côté et on les réutilise donc de manière courante. Et les autres matériaux où finalement on n'est pas encore trop avancé sur la technique, sur la caractérisation, sur la valeur ajoutée. Parce que forcément, plus vous avez une valeur ajoutée sur la matière, et plus vous allez pouvoir la réutiliser dans des applications qui peuvent être un petit peu coûteuses, par exemple. Donc voilà, pour ces matériaux-là, voilà, il y a un temps latent qui va permettre donc d'optimiser
cette valeur ajoutée. D'accord. On va peut-être passer à d'autres, parce que le temps tourne très vite. On va peut-être passer aux autres solutions que le granulat, justement. Donc, le granulat de béton recyclé. Il y a d'autres matières aussi qu'on peut utiliser. Il y a eu quelques études là-dessus, notamment en tout ce qui touche aux boues de dragage, sédiments marins, les produits de carrière, papeterie, etc. Il y a d'autres solutions aussi. Oui, alors effectivement, comme je disais, vraiment localement, il va y avoir des matériaux qui vont ressortir de manière plus forte que d'autres. Donc vous allez au bord de la plage, vous allez avoir toutes les boues de dragage au niveau des ports, par exemple, ou alors au niveau d'une mine, vous extrayez le matériau de base, mais vous avez toujours ce déchet à côté, comme par exemple en Nouvelle-Calédonie, on a eu l'occasion de travailler avec une société qui produit du nickel. Et en fait, ils ont bâti complètement la ville de Nouméa sur les déchets, donc les coproduits de ferronickel, donc ces fameuses scories. Et voilà, donc en fait, c'est vraiment des initiatives locales. Donc il faut lever la tête, hein, voilà, il faut regarder autour de soi, se dire peut-être que j'ai une carrière à côté de moi, peut-être que voilà, je peux faire des choses. Donc comme on disait, vous avez donc les granulats recyclés d'une part, mais vous n'allez pas utiliser effectivement ce matériau-là au fin fond de la Creuse. Ça n'a aucun intérêt en soi d'aller chercher des matériaux. Voilà. Donc vous avez par exemple beaucoup d'autres industries comme l'industrie de la fonderie, de la papeterie, qui produisent eux aussi des déchets que nous on va appeler coproduits industriels. Et qu'on va chercher à réintégrer pour des applications particulières, par exemple dans des bétons. Donc on a certains programmes de recherche au CERIB qui se finalisent là. Et l'objectif, voilà, c'était de faire vraiment des associations industrielles entre un producteur et un utilisateur et de faire en sorte que le produit en sortie puisse avaler une certaine proportion de matière secondaire en entrant et que ce produit soit commercialisable. Voilà. Et derrière, voilà, on a cette logique de communication pour ensuite se dire on va essayer de faire des choses similaires pour autre chose, pour d'autres matières. Et on a de très belles initiatives de la part de certains maîtres d'ouvrage, parce que comme on disait avant, sans le maître d'ouvrage, malheureusement, ça ne bouge pas beaucoup. Voilà, donc la Société du Grand Paris bouge énormément. Donc on a été acceptés, nous, pour des appels à manifestation d'intérêt, pour faire des bâtiments démonstrateurs qui serviront finalement d'exemple sur quelque chose qui existe déjà depuis un certain temps et qui peut être fait depuis un certain temps. Mais c'est vrai qu'on a tendance à être frileux et tant qu'il n'y a pas encore eu d'exemples qui ont fonctionné, on a tendance à se dire j'ai pas trop envie d'y aller parce que est-ce que mon assurance va suivre, etc. Donc nous, le CERIB, on est dans la capacité vraiment d'accompagner les acteurs sur toute la chaîne de valeur pour trouver une voie de valorisation. Donc voilà, des démonstrateurs, des appels à manifestation. Et puis juste pour terminer, je voulais juste parler de l'initiative de la métropole de Chartres. C'est une excellente initiative, c'est-à-dire qu'ils sont en train de rebâtir la ville sur la ville. Et c'est le maître d'ouvrage qui a lancé l'initiative de dire je mets tout le monde autour de la table, donc les bailleurs sociaux, les producteurs de matières premières, les producteurs donc de béton, etc. Et je veux faire du bâtiment que je déconstruis la matière première du futur bâtiment. Voilà. Donc c'est magnifique parce qu'on voit vraiment une initiative qui est en train de se faire là, et donc le projet démarre cette année. Et en fait, c'est une initiative assez nouvelle, mais finalement cet exemple va servir pour d'autres métropoles qui n'ont pas forcément eu soit l'idée, soit qui ne savaient pas comment avancer. Voilà, donc il y a beaucoup d'organismes, dont le CERIB, qui sont dans la capacité d'accompagner tous ces acteurs et de trouver vraiment des voies de valorisation optimisées et locales. Voilà. Merci Marjorie d'avoir fait vite et bien aussi, Marjorie. Petit pain du CERIB, voilà, sur ces matières recyclées. Donc, voilà, on arrive au terme des présentations. Alors, un petit mot peut-être de Jean-Claude Lévy. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions qu'on peut prendre. Je vais m'adresser aux cobatistes organisateurs, là, puisqu'il nous reste 10 minutes montre en main avant une pause qui vous permettra de vous dégourdir les jambes, de faire les pauses techniques diverses et variées. Voilà, et puis vous reviendrez de manière très impérative pour 10h35, on va dire maximum, pour qu'on puisse passer à la deuxième table ronde. Encore une fois, les contraintes de temps sont là. Jean-Claude Lévy, vous avez éventuellement 2-3 petites choses à nous dire. On va essayer d'être bref toujours et encore. Et puis pendant ce temps, j'espère qu'on m'amènera une petite question ou deux du côté de la salle. Oui, dans tout ce qui a été dit là, bon, il y a une évidence qui s'impose. On a tout ce qu'il faut. Les dynamiques dont je parlais tout à l'heure, elles existent. Elles sont expérimentées très très largement par des institutions spécialisées et par des opérateurs, des grands et des petits. Ça, c'est une première
observation là, qui vient après tout ce que j'ai entendu. Deuxième observation que je voudrais faire, ça a été souvent dit, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre et ce que j'appelle l'opérateur. Parce que dans la maîtrise d'œuvre, il y a plein d'opérateurs qui n'ont pas tout à fait le même champ d'intervention. Ça, c'est une deuxième observation. Alors, qui commande le maître d'ouvrage? Comment ça se passe? On a parlé des analyses du cycle de vie des métaux, des produits inorganiques. On n'a pas parlé beaucoup, mais le bois, les produits organiques et nous-mêmes, c'est aussi un cycle de vie important que le nôtre. Hein. Et on n'a pas parlé on n'a pas beaucoup parlé, quelqu'un a parlé du foncier tout à l'heure, du cycle de vie concernant les flux financiers. Les flux financiers qui, en amont, commandent les choix. Commandent les choix des maîtres d'ouvrage, commandent les choix des promoteurs, commandent les choix de toute une partie de la profession qui quelquefois est très volontaire et expérimente. On l'a vu avec le dernier exemple qui était un maître d'ouvrage qui effectivement peut arriver. On peut avoir des promoteurs qui font du bâtiment à énergie positive. Mais globalement, la commande en amont, c'est ce que j'appellerais, par métaphore, l'analyse du cycle de vie du capital. Elle est importante. Et on le fait assez peu finalement dans les recherches ou dans les études que j'ai pu consulter par ailleurs ou que vous pouvez vous-même consulter. Cette question-là, je la pose là, en début de manifestation. Je pense qu'il faut qu'elle soit derrière notre tête. Dans notre mouvement, il faut qu'on considère ça. Quel est le rapport entre nos contraintes et cette contrainte-là qui est très abstraite, à laquelle on ne pense pas. Bon, je voudrais une troisième observation. Quelle est la temporalité de mes choix quand je suis opérateur sur un chantier? Parce que c'est là que ça se pose. C'est une temporalité où je pense que, après tout, on va dans le mur, mais pour l'instant, on n'y est pas. Continuons comme ça. C'est Bréjon qui disait ça. Où je me dis, on est dans le mur, on n'y est pas, on va peut-être y arriver. Comment j'organise mes choix? Comment je vais former les gens qui sont avec moi, me former moi-même pour répondre au choix qui va venir dans le mouvement dont je parlais tout à l'heure, demain, après-demain, dans 2 ans, dans 3 ans. Une entreprise, c'est pas éternel. Hein. Ça peut très bien stopper, comme ça peut durer toute une famille, toute une vie, 2, 3 générations. C'est cette question-là, la temporalité de mes choix d'opérateur, à quoi la référer en regard de tout ce qui vient d'être dit dans cette première partie qu'on a vue ce matin. Voilà les questions que je me pose à l'heure actuelle. Merci beaucoup, cher Jean-Claude. Voilà, donc je pense qu'on a une petite question ou deux. Elles vont peut-être apparaître à l'écran, hein, si ce serait merveilleux, comme ça on pourrait effectivement y répondre. Alors, est-ce que nos entreprises peuvent faire des bénéfices en appliquant l'économie circulaire? Voilà, bonne question. Qui s'y colle pour la réponse? Voilà, on peut être plusieurs. Hein. On fait des réponses brèves par contre. Hein. Allez, c'est parti. Vincent Aurès, Paul Bréjon, voilà, ils ont été les 2 premiers à se jeter sur le micro. Vous battez pas une heure pour tout le monde. La réponse, c'est oui, mais peut-être pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut quand même commencer à digérer des choses qui sont un peu nouvelles. Et quand on passe d'un modèle à un autre modèle, il y a en général une phase de transition. On expérimente, on fait des premiers pas, on peut se casser un peu la figure, on rattrape le tir. Et les bénéfices viendront après. Voilà. Il faut avoir un tout petit peu de patience par rapport aux bénéfices. Voilà. Vincent ? Juste, je rejoins. Toutes les entreprises n'en font pas aujourd'hui, mais il y a réellement un marché qui s'est développé. Et dans certains appels d'offres de collectivités, ce n'est que les entreprises qui proposent de l'économie circulaire qui vont gagner les projets. Donc il n'y a que celles-là qui vont aussi faire des bénéfices. Donc ça veut dire qu'on est quand même à court terme dans des bénéfices potentiels, ne serait-ce qu'au niveau des appels d'offres. Pour certains, évidemment, d'accord, très bien. Parfait. Autre petite question éventuelle. Alors, la France semble à la traîne dans l'économie circulaire. Est-ce que cela fonctionne dans les autres pays et a-t-on des retours d'expérience positifs ? Je crois savoir effectivement que dans d'autres pays, on est allé plus vite parce qu'on était plus près du mur, si j'ai bien compris. Marjorie, vous souhaitez ou Sylvain, allez-y, n'importe. Oui, je vais démarrer. Alors effectivement, dans d'autres pays, comme par exemple l'Angleterre, il y a plusieurs années, ils ont voulu reconstruire ou construire autour de Londres. Et en fait, il y a eu cette notion de... À partir du moment où on n'intègre pas de matériaux recyclés, le gouvernement ne voulait pas que le bâtiment soit construit. Voilà. Donc il y avait vraiment cette obligation gouvernementale d'intégrer des matériaux recyclés pour déposer l'appel à projet, par exemple, l'appel d'offres, pour répondre à l'appel d'offres, pardon.
En France, il y a des endroits quand même où on a cette initiative énorme. Et c'est surtout, on n'en a pas forcément parlé, mais les évolutions réglementaires, législatives. Et là, il va bientôt y avoir, alors on l'entend déjà beaucoup, donc le label E+, C-, si ça se fait, en 2020, il va y avoir donc dans ce label-là, on va dire, ça va être tout un calcul sur le bâtiment. Et finalement, ce calcul-là, forcément, si vous mettez des structures qui auront un impact plus faible, sur l'ensemble du bâtiment, l'impact va être plus faible. Et donc, sur ce label-là, il y a différents niveaux, donc au niveau du carbone et de l'énergie. Et il y a différents projets et différentes villes qui vont obliger d'avoir tel degré. Voilà, donc très peu d'énergie, énormément de carbone non émis. Donc en fait, voilà, donc il va y avoir des obligations et c'est là qu'on rentre aussi dans l'offre et la demande. C'est-à-dire dans certains endroits, il n'y a pas encore de demande, donc l'offre, elle ne suit pas. Et puis dans d'autres endroits, on est vraiment en avance. Et donc il y a une obligation de bouger assez forte. Ouais. D'accord, Marjorie. Sylvain, Port-de-Heur. Oui, on peut sans doute aller encore un peu plus loin. Maintenant, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire qu'on est très en retard. C'est aussi parce qu'on ne sait pas toujours à quel niveau on est. Et on est sur un sujet qui est très peu communiqué. Que je donnais l'exemple tout à l'heure, sur les déchets inertes, on les valorise très bien aujourd'hui. On est sans doute déjà quasiment aux 70%. Après, c'est la question de la qualité de la valorisation. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas les contraintes qu'ont d'autres pays, ce qui stimule peut-être pas suffisamment. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal d'initiatives en cours. On a notamment un point qui est intéressant, c'est l'intégration de l'économie circulaire dans les certifications existantes. Nous, on pousse plutôt dans ce sens-là, plutôt que d'aller recréer des nouvelles certifications spécifiques. HQE aujourd'hui, BREEAM, enfin toutes ces certifications commencent à faire évoluer leur référentiel pour intégrer le circulaire. Et ça, c'est un point important, ce qu'on a dit par rapport au bénéfice tout à l'heure. C'est peut-être pas un bénéfice direct, mais c'est l'accès au marché. Progressivement, alors ça va commencer par les bâtiments certifiés dans un premier temps, mais on peut imaginer que ça soit quasiment tous les bâtiments quand il y aura la future réglementation environnementale. Donc pour vous, entreprises, j'aurais tendance à dire, vous avez un petit temps de réflexion, mais ça va arriver assez vite. Les premiers marchés que vous pouvez déjà voir, c'est tous ceux qui sont certifiés, qui intègrent un minimum de critères. Et par la suite, ça risque d'être étendu à un maximum de bâtiments. Donc il faut quand même se préparer. Jean-Claude Lévy avait demandé à avoir la parole, vite fait. Ah d'accord, vous passez votre tour, Jean-Claude, très bien. On en prend une troisième, allez, voilà, troisième, et puis après on en restera là pour la pause, et puis pour attaquer après. La contrainte réglementaire était le seul moyen qui pourrait inciter à nous convertir à l'économie circulaire dans nos PME. Est-ce que vraiment, voilà, il faut cette notion un petit peu de père fouettard pour qu'on s'y mette, ou est-ce qu'on peut faire confiance aux chefs d'entreprise pour qu'il n'y ait pas besoin de cette contrainte, quoi ? Je veux bien peut-être essayer de répondre, parce que c'est tout la réflexion actuelle. Vous avez bien la feuille de route sur l'économie circulaire. Ça a été d'ailleurs assez complexe parce qu'elle est rédigée un peu de façon alambiquée. C'est-à-dire que d'un côté, on dit on espère que les entreprises et les acteurs vont s'organiser pour répondre aux objectifs de l'État. Et nous, très clairement, ADEME, on préférerait ça. C'est plutôt soutenir les acteurs et qu'ils évoluent d'eux-mêmes, plutôt que d'être dans une logique de bâton avec... D'ailleurs, des réflexions qui sont en cours autour de la reprise des déchets du bâtiment, potentiellement des filières responsabilité élargie du producteur, on en parle. On ne sait pas si c'est la meilleure façon, parce que quelque part, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives. Peut-être que le fait de réglementer aujourd'hui risque de freiner peut-être aussi les initiatives existantes. Donc pour l'instant, la porte est plutôt ouverte, côté ministère. En tout cas, je parle pour eux, parce qu'ils ne sont pas forcément là. Mais aujourd'hui, le ministère a laissé une porte fortement ouverte pour les entreprises, en tout cas l'ensemble de la chaîne des acteurs, pour proposer des actions qui vont permettre de répondre aux objectifs. Et je crois, pour l'instant, que les organismes sont prêts à y répondre. D'accord. Jean-Claude ? Oui, je rebondis là-dessus. Je ne suis pas sûr que la contrainte réglementaire, elle est fantastique, parce que si on n'y est pas, on n'est pas sur le marché. Mais en amont de la contrainte réglementaire, je suis en train de réfléchir, c'est aux élus que je parle plutôt. Il y a le PLU, c'est-à-dire qu'il y a le foncier. Il y a le foncier, je vais te parler de la valeur foncière. À un moment donné, c'est au niveau du PLU qu'on va voter d'ailleurs dans la commune pour savoir comment les terrains seront affectés. Un terrain qui a de la valeur aujourd'hui, dans 5-6 ans, une entreprise même, elle sera peut-être périmée en fonction du numérique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des évolutions considérables. Donc, pour l'opérateur basique, je dirais, basique, c'est pas péjoratif du tout, c'est majeur. Je pense que cette question-là, par rapport au local,
à la collectivité locale par rapport à l'endroit où il va travailler, elle est fondamentale parce qu'il peut très bien envisager sa position d'entrepreneur dans les 20-30 km qui font le tour de sa commune, au moins. Comment la situer? Effectivement, compte tenu de la normalisation qui est en jeu et qui évolue elle-même parallèlement. Voilà, je voulais poser cette question-là qui, disons, remonte encore un petit peu en amont du règlement, qui lui-même est incontournable, bien sûr. Parfait. Oui, Marjorie, ce sera le mot de la fin. Je voulais juste, effectivement, par rapport à cette question, je pense que la carotte est très importante, mais le bâton ne sert à rien. Et du coup, effectivement, il y a une carotte qui va bientôt sortir, qui est une nouvelle norme ISO sur justement le management autour de l'économie circulaire. Donc ça va être des initiatives et ça va être des récompenses pour les entreprises qui veulent se mettre vraiment dans cette logique d'économie circulaire. Et comme on l'a dit, finalement, la meilleure des récompenses, c'est de faire en sorte que on soit retenu et pas une autre personne, parce qu'on est dans cette logique pour par exemple, un appel d'offres, quoi. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir nos intervenants.